Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission, donc cette deuxième émission de la semaine qui est le Weekly Market Fundamental Analysis. Ici François Ablé donc pour bien sûr parler de l'actualité fondamentale, de tout ce qui est donc nouvelles économiques, géopolitiques qui peuvent naturellement affecter les indices, les produits dérivés que vous transigez, notamment les futurs, les CFD, les options et tout ça. Donc, ça fait maintenant 3 semaines que nous nous retrouvons, ou peut-être quatre. Nous nous retrouvons pour chaque semaine pour donner, donc, pour que je donne mon point de vue global et fondamental sur euh, les différents produits pour lesquels que vous transigez à travers donc cette émission qui est le Weekly Market Fundamental Analysis. Donc, je vous salue tout le monde au passage et puis je vous remercie également de l'intérêt que vous portez à ces émissions. Dans ce même élan que je vous recommande de les partager, de les liker et aussi de n'oubliez pas de laisser des commentaires en dessous des vidéos et aussi de laisser une critique ou votre point de vue dans la section reviews, donc de la page officielle Facebook de GSTA, pour permettre en fait d'améliorer donc le contenu de ces émissions et aussi les formats. Voilà. Donc c'est une sorte de feedback. Alors, on va bien sûr sans doute démarrer cette émission qui aujourd'hui ne sera pas du tout longue parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles majeures à savoir. Seulement, je peux dire une, hein, seulement une qui concerne en fait l'actualité fondamentale sur l'Iran, l'accord de l'Iran et les États-Unis, l'accord possible de nucléaire entre l'Iran et les États-Unis que je vais bien sûr donner mon aperçu là-dessus. Et au travers de ça, vous allez avoir donc différents points à suivre comme dans la plupart de mes anciennes émissions. Alors, l'avertissement lié au trading, bien sûr, le trading n'est pas un jeu, c'est un métier. Il faudrait prendre connaissance du risque et de tout ce qui est donc qui peut être en fait tout ce qui peut affecter votre capital, notamment dans ces journées comme aujourd'hui où on peut avoir des décalages inattendus. Dans ces journées-là, c'est recommandable de ne pas trader, de rester plutôt spectateur parce que on ne sait pas ce qui peut arriver avec des déclarations d'une aussi grande ampleur comme sur l'une nucléaire avec monsieur, le président américain Donald Trump et également d'être responsable sur votre utilisation du levier quand vous travaillez sur des produits dérivés. Voilà, donc je suppose que vous avez pris connaissance de l'avertissement lié au risque. Weekly Market Fundamental Analysis, donc le 17e qui part de l'émission auparavant, le Weekly Market Analysis, qui a été scindé en deux, mais quatrième numéro de Weekly Market Fundamental Analysis aujourd'hui. Alors, au niveau du sentiment du marché et de l'actualité qu'il y a à retenir, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le président américain va donner son point de vue sur l'accord du nucléaire qui a été initié depuis, je pense, ça fait maintenant 10 ou 11 ans, donc depuis 2006-2007, d'accord? Donc, 10 ans de négociations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord, ce n'est pas un accord multilatéral, hein, c'est un accord de principe qu'ils ont fini par appeler l'accord conjoint, je crois, l'accord conjoint. Donc, c'est un accord, parce que si c'était un accord multilatéral, bien sûr, y a, les partis ceux qui ont pris part à cet accord, comme par exemple la Russie, l'Iran en question, et puis d'autres pays, allait bien sûr se retirer bien sûr de cet accord parce que vous savez comment est-ce que l'ONU est très critiquée par cette deuxième partie du monde qu'on appelle le bloc, je sais pas si on peut dire le bloc, c'est pas, on peut pas le dire bloc communiste, mais disons ceux qui sont anti-occidental, donc tout ce qui concerne le groupe de Iran, Chine, Russie et tout ça, indirectement bien sûr. Donc, ce n'est pas un accord multilatéral, c'est un accord de principe. D'accord. Et maintenant, on a décidé d'appeler ça l'accord conjoint. Donc, que dit cet accord en fait c'est que les États-Unis ont découvert des sites justement de développement des missiles balistiques, des centrales, de centrifugeuses atomiques que l'Iran développait secrètement. Et ça va en violation des principes de non-prolifération des armes chimiques et des armes de destruction massive de l'ONU. D'accord. Alors, conformément à l'article, je pense, 2231.
Donc, ils ont demandé donc à l'Iran de cesser ces activités qui sont très nocives et qui menacent l'humanité entière. Et l'Iran a dit en retour, si on doit arrêter ça, vous devez bien sûr relever toutes les sanctions internationales sur nous et nos alliés. D'accord? Donc l'Iran et ses alliés qui sont tout ce qui est donc Hezbollah, bien sûr la Russie, je crois indirectement la Chine, même si ce n'est pas officiel. Mais tout ce groupe-là doit être d'abord désanctionné. Sinon, ils vont continuer toujours à se, à se, à se prévaloir donc de toutes ces armes de destruction massive en vue de faire possiblement des frappes sur de faire des frappes sur l'Israël, d'accord? Donc c'est dans ce contexte-là que le président américain, Israël qui est l'allié des États-Unis, donc vont négocier. Donc c'est un contexte assez extrêmement difficile, un peu comme des allus de guerre froide. Alors, le président français, Emmanuel Macron, lui, bien sûr, il veut que ces accords aboutissent parce qu'il estime que c'est l'avenir de l'humanité qui est entre les mains justement du président américain, si, au cas où il se retire de cet accord. Et les bruits de marché sont que le président américain semble avoir pris sa décision là-dessus, comme semble vouloir se retirer de l'accord. Et si se retire de l'accord, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, ben, les indices, on va avoir un vent de panique, bien sûr, sur les indices, puisqu'on parle de l'humanité, on parle de guerre. Donc les indices vont probablement corriger, voire même certains qui sont pas forts vont peut-être s'effondrer. C'est le scénario le pire scénario que je vous décris. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais en cas de durcissement d'un ton diplomatique et d'un ton militaire de Donald Trump, en parlant de frappe, des choses comme ça, les indices vont corriger et tout ce qui est valeur refuge vont exploser, notamment tout ce qui est le yen, l'or, la monnaie suisse et tout ça vont être recherchés. Donc, c'est un peu ça le scénario qui est susceptible de se produire. S'il y a accord, bon, il n'y a pas de, il n'y aura pas, il y aura pas de, il y aura a priori un statu quo, mais ça va dépendre aussi s'il y a un accord, parce que généralement, quand il y a un accord, on a souvent des nouvelles clauses qui se rajoutent dans le contrat. Donc, s'il y a des nouvelles clauses qui se rajoutent dans le contrat, ça peut aussi affecter, bien sûr, tout ce qui est produit énergétique, notamment le gaz naturel, notamment le pétrole, surtout le pétrole, hein, qui a progressé durant ces dernières semaines et puis aussi qui est également en attente de nouvelles, de possibles, euh, pardonnez-moi, de possibles accords ou bien du maintien de l'accord précédent qui était là avant et qui existait depuis déjà 10 ans. Donc, c'est pas mal, disons, les éléments catalyseurs qu'il faudra surveiller. Et au-delà de ça, nous avons bien sûr le sentiment des investisseurs de la zone euro qui est en plein doute par rapport bien sûr cette atmosphère et également aussi au niveau des négociations internationales qui sont plus ou moins en demi-teinte avec le Canada et l'Europe qu'on appelle le CETA, d'accord? Cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Donc, au-delà aussi de l'accord nucléaire qui est la principale nouvelle à surveiller cette semaine et bientôt dans quelques minutes, puisque actuellement à l'heure où je vous parle, dans environ 15 minutes, on va voir le discours de Donald Trump. Vous avez aussi euh, les, les négociations au niveau du bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine qui sont plus ou moins en statu quo. Il n'y a pas de nouvelles majeures, donc ça peut être aussi inquiétant parce que depuis certains moments, on n'entend plus parler de guerre commerciale. Chacun a pris ses dossiers, chacun regarde dans sa direction. Il n'y a pas d'éléments centrales qui peuvent surgir. Donc, ça commence disons, à dessiner un certain vent de protectionnisme parce que c'est comme si chacun se dit, ben, on fera ce qu'on veut sur nos produits, sur les différents produits qui vont circuler à travers dans les échanges nord-sud entre les différents partenaires et aussi dans les différents, bien sûr, compétiteurs, d'accord? Les États-Unis, c'était bien sûr sur, c'était l'aluminium et puis l'acier et tout ça. La Chine, c'était sur le port américain, leur soya, des choses comme ça et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est dans ce climat-là que les indices évoluent. Donc, ce n'est pas facile de transiger quand on est dans un climat de peur. Vous avez vu récemment le VIX qui est en fait dans une configuration assez particulière, qui est
presque, qui est calme, mais qui est au-dessus des niveaux de 15-16, mais qui est pratiquement comme flat, comme si elle était pratiquement euh, morte, si on peut dire. Mais c'est bien sûr parce on s'attend à des nouvelles, et quand il n'y a pas de nouvelles, bien sûr, généralement en bourse, on parle de, quand on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais dans ce cas-ci, pas de nouvelles fait peur, parce qu'on ne sait pas ce que chacun des partis qui prennent part aux différentes négociations internationales sont en train de préparer. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte, le climat ou le sentiment du marché actuellement qui est là. Donc, faites attention. Cette semaine, je ne recommande pas d'ailleurs de transiger sur les indices. Peut-être, disons, vers la fin de la semaine, mais même encore là, ça va dépendre parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses que nous, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment les détails et les informations. Alors, au niveau de l'Amérique, pour finir donc cette partie de sentiment du marché, la plupart des responsables du FOMC estiment que la pression inflationniste sur les prix, notamment sur l'évolution du pétrole et en même temps l'évolution du dollar américain dû au rendement obligataire euh, de cette dernière semaine, n'auront pas ça n'aura pas besoin d'être changé par rapport à la trajectoire des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que, en fait, quand on progresse, bien sûr, au niveau de l'inflation, donc au niveau de tout ce qui est produits volatiles concernant le pétrole et aussi la politique monétaire sur le dollar, en général, la Fed doit ajuster ses cibles inflationnistes. Mais elle entend dire par cette phrase que n'aura pas besoin d'ajuster ou de calibrer ses nouvelles cibles parce que elle estime que cette progression va dans le même sens que la normalisation de sa politique, hein, au niveau, bien sûr, de l'inflation et également sur la croissance. Parce qu'on a vu récemment les chiffres de la croissance aux États-Unis. Les chiffres ont été quand même pas mal bons dans l'ensemble. Donc cela, puisque économiquement, de façon théorique, quand la croissance augmente, l'inflation est supposée suivre la croissance. C'est le même problème qu'il y a en ce moment en Europe aussi, parce que on a eu aussi également Peter Pratt qui est le chef économiste à la BCE, qui avait aussi mentionné que les attentes inflationnistes, bien qu'elles soient en dessous, mais à cause des rendements obligataires européens qui progressent, et aussi le bon rythme de la croissance en Europe, alors, il faut préférer plutôt minimiser l'inflation parce que ça va de toute façon revenir à la normale. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'inflation est supposée suivre de façon théorique la croissance économique. Voilà. Donc, voici un aperçu un peu le tableau peint de ce qui se passe actuellement. Donc, en Europe, au niveau des indices, je peux dire qu'on est plus ou moins haussier, mais encore là, ça va dépendre bien sûr de ce qui va se passer tout à l'heure avec le président Donald Trump, parce que les indices majeurs, comme par exemple le, le, euh, le Eurostock, on a clôturé au-dessus des 3500, d'accord, donc ça c'est bon. Par contre, le DAX, on a clôturé en dessous des 13 000, donc on est plus ou moins neutre, d'accord. Et puis au niveau du DAX, au niveau du CAC 40, c'est fermé, c'est férié, la bourse de Paris est fermée. Et au niveau du UK 100, c'est-à-dire du FTSE, on a clôturé également au-dessus de 7500 points. Et je pense qu'au niveau de Londres, on attend plutôt ce jeudi, puisqu'on a le Super Thursday, donc le jeudi où les membres du comité de la politique monétaire vont voter en faveur d'une hausse ou bien d'un maintien des taux ou bien d'une baisse des taux d'intérêt au niveau de la Grande-Bretagne. Donc ça sera à suivre. Et je crois que le marché a plus ou moins pricé que ces membres de la politique monétaire de la BO votent en faveur d'un maintien des taux. Donc c'est pour ça que l'indice londonien a plutôt progressé, d'accord? L'indice londonien a plutôt pricé cette nouvelle. Mais au cas d'une surprise, on peut avoir bien sûr une baisse de l'indice et puis une progression du GBP, d'accord, qui est bien sûr actuellement plutôt plus ou moins stable. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette section du sentiment du marché. Au niveau donc pour récapituler donc les actifs majeurs, comme je dis, toute l'attention est centrée bien sûr sur les États-Unis, sur l'accord avec l'Iran et aussi le Super First Day le jeudi. Donc au niveau du Forex, le dollar est bien sûr recherché actuellement. Il progresse à cause des velléités haussières
sur le relèvement de 4 hausses de taux d'intérêt, avec également aussi la volonté du FOMC à vouloir se rattraper dans la politique monétaire, pardon, de pouvoir faire progresser le plus rapidement possible pour qu'on revienne à la normale sur les taux d'intérêt, d'accord? Parce que on arrive à un certain niveau où s'il se laisse encore une marge, définitivement, il risque de vraiment de perdre totalement le contrôle et on peut aller à la situation de surchauffe. Surtout que on est dans un climat extrêmement tendu du point de vue géopolitique. Et puis aussi, on doit également s'assurer que disons, la possible, euh, le, le possible retracement majeur qui est attendu sur les indices, notamment sur le S&P et le Dow Jones, ne soit pas d'une telle ampleur que les entreprises vont commencer à retirer, bien sûr, leurs capitaux du marché. Parce qu'on s'attend à un retracement de à peu près 25 à 30% sur les marchés financiers. D'accord? Donc, ce qu'on a parlé de la vague 4. D'autant plus qu'on est dans le mois de mai. On a bien sûr le sell in May, go away. Peut-être qu'il va être respecté, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de facteurs, disons, il y a beaucoup de spectres baissiers qui planent sur les indices. Donc, du coup, il faudrait faire attention, avec également, appuyé également avec la hausse des taux de rendement obligataires sur les États-Unis. Donc, les indices sont plus ou moins, disons, stables, voire fragilisés, avec tout ce contexte qui est autour. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Le pound et le franc suisse sont actuellement délaissés par le marché. Tous les yeux sont rivés, bien sûr, sur le Super FSD, mais ça peut changer parce que si on a, bien sûr, disons, une frayeur une frayeur au niveau politique sur l'accord entre l'Iran et puis les États-Unis, si les États-Unis décident de se retirer, on peut avoir maintenant le franc suisse qui va devenir, bien sûr, un actif recherché, ainsi que le yen. Voilà. Donc, c'est pas mal ça le contexte actuellement. Donc, au-delà de ça, pas de grand-chose sur les indices, comme j'ai dit. Tout le monde attend les nouvelles. Au niveau des bons du trésor, avec bien sûr la progression des taux de rendement obligataires et aux États-Unis et en Europe, les politiques justement du forward guidance commencent à montrer leurs limites parce que le niveau de la dette commence à augmenter. Le coût de détenir de la monnaie commence à être encore de plus en plus étouffant, d'autant plus que le ministre de l'économie de l'Allemagne a fait savoir qu'il faut absolument arrêter ce programme-là avant d'ici, c'est-à-dire à partir de septembre. C'était ce qui était déjà, bien sûr, présagé au départ. Donc, on va suivre ça. Et puis, au niveau des matières premières, le pétrole, bien sûr, qui est plus ou moins le centre de l'attention, parce que le pétrole symbolise, bien sûr, l'inflation. Donc, quand le pétrole progresse, avec, bien sûr, cette histoire de nucléaire et de tout ce qui est aux alentours de l'énergie, il faudrait savoir que le pétrole, actuellement, au niveau qu'il est actuellement, beaucoup d'entreprises, certes, font beaucoup de profits parce qu'on est au-dessus de 50 $ le baril, mais c'est en fait en partie à cause des contextes géopolitiques qui sont extrêmement difficiles. Donc, il peut à tout moment rechuter. Et s'il rechute brutalement, ça peut occasionner également la fermeture de plusieurs entreprises parce que elles n'ont pas pu, bien sûr, elles sont pas, bien sûr, comment je peux dire ça, elles ne sont pas protégées en quelque sorte d'une éventuelle baisse. Tout le monde price plutôt que sur le pétrole qui va potentiellement atteindre les 80 $ le baril. Donc, voilà un peu le contexte actuellement qui est présenté sur les différents actifs majeurs. Donc, c'est la fin donc, de cette petite rubrique. Je vous remercie attentivement d'avoir été là et d'avoir suivi cette émission. Alors, partagez-la, likez-la si vous l'avez aimé, faites-la savoir. Et puis aussi, n'oubliez pas de laisser des commentaires dans la section avis, donc, comme je dis, la section avis sur Facebook ou reviews, si vous avez votre logiciel en anglais. Et puis, en attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission et puis on se reparle dans les prochains jours. C'était François Abbé, donc du GDS Canada. Il est présentement 7h55. Merci, au revoir.